Bien, bonjour, ravi de vous revoir. Donc, nous sommes à notre quatrième webinaire. Comme d'habitude, donc une intervention de notre invité et pendant 20 à 30 minutes, je lui poserai quelques questions et à l'issue, et c'est le moment, je pense, le plus important, les questions de votre part auxquelles nous efforcerons de répondre au mieux. Donc, Christian, merci d'avoir bien voulu participer à ce webinaire. Bon, je ne vais pas te présenter parce que ça serait trop long et ça prendrait tout le webinaire. Je tiens simplement à te dire que tu es surtout connu pour être un brillant économiste, peut-être un peu moins connu pour tes activités de défense, mais tu les connais, tu t'y intéresses depuis longtemps. On s'est rencontrés d'ailleurs il y a plus d'une dizaine d'années à l'occasion de Feu, le Conseil économique de la défense. Et tu es depuis 2013 le président du conseil scientifique de la chaire économie de défense. Et c'est notamment à ce titre que tu es là aujourd'hui. Et je te remercie d'avoir voulu accepter cette invitation. Alors, le webinaire, son titre, Nouveau contexte économique et financier, comment financer l'effort de défense. Avant de te laisser la parole, simplement pour nos auditeurs, un cadrage que la plupart connaissent, mais peut-être pas tous, sur les évolutions des contraintes budgétaires et des besoins budgétaires plutôt en matière de défense. Bon, comme vous le savez, depuis la guerre en Ukraine, un certain nombre de pays européens, la plupart, ont affiché une volonté, affichée pour le moment, mais une volonté ferme d'augmenter leur budget militaire. La Pologne à hauteur de 3% de son PIB, la Grande-Bretagne qui déjà est à 2%, à 2,2%, des pays comme l'Italie, l'Espagne, qui avaient pourtant des budgets assez faibles, ont affiché vouloir rejoindre le camp des 2%, mais surtout l'Allemagne, qui a annoncé il y a 3 mois un plan de rattrapage à hauteur de 100 milliards d'euros sur 5 ans, qui pendant ces 5 années permettra à l'Allemagne de dépasser les 2% et après de se stabiliser sur un budget de 2%, ce qui est clairement une révolution pour l'Allemagne. Alors, je sais bien que tous ces taux sont des taux standard OTAN et il y a des dépenses importantes qui sont incluses dans ces taux qui ne relèvent pas de l'effort de défense. Je pense notamment au système de pension. C'est le cas aussi de la France. C'est pour ça que quelquefois dans la presse, vous pouvez voir des taux qui peuvent varier pour la France par exemple, entre 1,5 et 1,6% et 1,9% du PIB. Néanmoins, cette tendance marque clairement une augmentation très forte des budgets, des besoins ou des annonces des budgets de défense. Pour la France, donc, comme je l'ai évoqué, là, je reviendrai sur des chiffres qui sont plus reconnus et qui prennent en compte le vrai effort de défense. Comme vous le savez, donc, nous sommes sur une trajectoire budgétaire fixée par la loi de programmation militaire qui a été votée en 2018 et qui prévoit, à compter de 2023 jusqu'à 2025, qui prévoyait, même s'il n'y avait pas d'engagement, un accroissement des budgets à hauteur de 3 milliards d'euros, ce qui est une marche très importante. Et nous aurons un budget qui passera aujourd'hui, 2022, de l'ordre de 41 milliards d'euros à donc 50 milliards d'euros en 2025. Cependant, comme vous l'avez vu, récemment, le président Macron, à l'occasion du salon Eurosatori, a expliqué qu'il fallait tirer les leçons de l'Ukraine et il a chargé le nouveau ministre et le chef d'état-major des armées de revoir et de réfléchir sur la future loi de programmation militaire pour prendre en compte ces leçons. Il n'y a pas de chiffres aujourd'hui, mais il est vraisemblable que ça ne devrait pas conduire à une baisse de ce qui est aujourd'hui prévu. Donc, face à ces enjeux et ces besoins qui sont apparus récemment croissants en matière de budget de défense, et là, je vais me tourner vers Christian, l'environnement économique et financier de notre pays, mais pas que de notre pays, de notre continent et voire du monde, c'est durci, c'est tendu. Christian, peux-tu, dans un premier temps, pour l'ensemble des participants, nous décrire, nous préciser le nouvel environnement économique et financier que nous connaissons depuis quelque temps et les raisons des évolutions de cet environnement économique. Merci. Merci pour cette question. On démarre avec une question facile, entre guillemets, à laquelle je vais essayer de répondre.
Bonjour à tous et je suis ravi de vous retrouver tous. Bon, on va parler de stagflation, de risque de stagflation. Quand je dis risque, le risque ne porte pas sur flation, il porte sur stag. Je veux dire, nous avons changé de palier d'inflation. Et ça, très franchement, si on avait eu ce débat au mois de décembre dernier, moi, je faisais partie des gens qui considéraient que, certes, l'inflation avait déjà démarré. Hein, donc, tout n'est pas dû à l'Ukraine, il faut le dire. Les prix de l'énergie avaient commencé à monter bien avant le 24 février. Et même les prix alimentaires. Simplement, je dirais, fin 2021, j'étais comme d'autres. C'est-à-dire, je constatais que l'inflation montait, mais je pensais que probablement au cours de l'année 2022, ça allait retomber, qu'on était sur l'hypothèse de la bosse pour l'inflation. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sur l'hypothèse de la bosse. Nous avons changé de palier d'inflation. On est passé d'une inflation qui était trop basse au regard, j'allais dire, des objectifs de la Banque centrale européenne, si je raisonne sur la zone euro, à une inflation qui est un peu haute. Alors, le palier auquel je peux dire pourquoi, puisque tu veux qu'on revienne sur le pourquoi, bon, il y a clairement des problèmes qui sont antérieurs à l'Ukraine sur la rupture dans les chaînes d'approvisionnement au plan mondial. Et puis… à cause du Covid, notamment. Oui, à cause du Covid et le fait que… Enfin, on pensait fin 2021 qu'on sortait du Covid. Aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est pas complètement sorti. Mais par là, quand on est sorti des confinements, il y a eu des phénomènes de rattrapage sur la demande face à des offres qui étaient réduites à cause de la Chine, à cause des problèmes de fret maritime, à cause de tous les problèmes, rupture dans les chaînes d'approvisionnement. Et donc, à la fois cette rupture au plan mondial qui a fait qu'on a parlé sans doute un peu vite de démondialisation. Je pense que le concept est extrêmement ambigu. Il ne faut pas aller trop vite dans l'utilisation de ce concept, mais rupture dans les chaînes d'approvisionnement, déséquilibre offre-demande pour pas mal de biens et services, inflation qui a commencé donc avant l'Ukraine et qui est aujourd'hui accentuée évidemment par la guerre en Ukraine avec deux composantes principales, les prix de l'énergie au sens large et les prix alimentaires. Si je me permets d'insister sur les prix alimentaires, c'est parce que je trouve qu'on n'en parle peut-être pas assez. On est tous évidemment frappés par l'augmentation des prix à la pompe et c'est pas très agréable de devoir payer de 20, de 30, de 40 dans certains cas le litre d'essence ou diesel. Mais très franchement, quand on raisonne au plan mondial, l'explosion des prix alimentaires va avoir des conséquences géopolitiques sans doute plus importantes que la hausse des prix de l'énergie, ou les deux. Je veux dire par là que, et ça c'est des sujets qui relèvent aussi de la sécurité et donc la problématique de défense, je pense qu'il y a un certain nombre de pays qui souffrent directement de l'explosion des prix alimentaires. Il y a des réalités au risque de famine. Je pense à l'Égypte, je pense à certains pays du Maghreb qui sont directement concernés par le fait que l'offre de céréales a baissé avec l'Ukraine, la Russie et les problèmes que j'évoquais de rupture dans les chaînes d'approvisionnement. Et donc, je dis ça. Alors, je reviens sur la question du palier. À quel palier s'installe-t-on en termes d'inflation? Nous ne sommes pas dans les années 70. Donc, il y a eu des comparaisons qui ont été faites, ce qui s'est passé entre les deux chocs pétroliers. Je rappelle qu'en France, quand même, entre les deux chocs pétroliers, on a eu plusieurs années des taux d'inflation à 2 chiffres, supérieurs à 10% par an. Bon, en France, aujourd'hui, je prends le chiffre de juin, l'inflation sur 12 mois en juin est à 5,8%. Bon, on est à peu près 2 points et demi en dessous de la moyenne de la zone. Grâce à quoi? Grâce aux mesures qui ont été prises. Bouclier tarifaire en matière énergétique, les 18 centimes à la pompe, etc. Donc, quand monsieur le maire a dit à un moment donné le quoi qu'il en coûte est en train de se terminer, ce n'est pas tout à fait mon interprétation. D'abord, le quoi qu'il en coûte sanitaire n'est pas fini. Et puis, arrive quoi qu'il en coûte, que j'appelle le quoi qu'il en coûte ukrainien, c'est-à-dire pour
essayer d'éviter, de limiter les pertes de pouvoir d'achat à travers les mesures qui ont été prises, ce qui fait que l'inflation française est 2 points, 2,5 points en dessous de la moyenne de la zone euro. La zone euro a une inflation moyenne qui est supérieure à 8%. Nous sommes à 5,8, c'est-à-dire à 6. Bon, alors, le débat pour les mois qui viennent, c'est est-ce qu'on reste à ces paliers d'inflation élevés, mais on n'est pas dans les années 70, d'après les chiffres que j'ai rappelés, ou est-ce que ça peut s'accélérer? Alors, ça peut s'accélérer en fonction de 2 éléments. D'abord, ce qui va se passer sur les salaires. Dans les années 70, il y avait la boucle prix-salaire qui s'était enclenchée, qui fait que il y avait une course de vitesse entre les prix et les salaires. D'ailleurs, les salaires augmentaient moins vite que les prix et il y avait des pertes de pouvoir d'achat non négligeables. Bon. Aujourd'hui, il y a des pertes de pouvoir d'achat, globalement parlant. Les salaires montent, alors évidemment dans les métiers en tension, ils montent dans les secteurs où il y a des rattrapages de salaires, parce que pendant longtemps les salaires ont été bloqués, ou on peut augmenter. Il monte aussi quand il y a des gains de productivité que les entreprises peuvent en partie distribuer par des augmentations de salaire. Mais mon diagnostic, c'est que pour l'instant, la boucle prix-salaire n'est pas enclenchée, même s'il y a des augmentations salariales par ailleurs nécessaires. Bon. Donc ça, c'est le premier facteur. Tant que la boucle prix-salaire n'est pas enclenchée, on peut rester à ce palier d'inflation qui est élevé, mais qui n'est pas le palier des années 70. Deuxième élément, les anticipations d'inflation. On le constate du côté des entreprises et des ménages. Ce qui se passe dans la tête est quand même très important. L'économie, c'est beaucoup de la psychologie. Et donc, est-ce que les agents économiques ont intégré dans leur comportement de consommation, d'investissement, etc., le fait que l'inflation dérape? Ils sont conscients de l'inflation. Mais je pense que pour l'instant, il n'y a pas, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, il n'y a pas de grande dérive, je pense, des anticipations d'inflation. Donc, mon hypothèse, et je ne suis pas tout seul, mais c'est pas pour, on peut tous avoir tort, hein, donc ce n'est pas le fait que je retrouve d'autres prévisions qui me rassurent en tant que telles. Mon hypothèse, c'est que on va avoir en France une inflation moyenne en 2022 qui devrait rester entre 5 et 6%. On devrait rester en moyenne en dessous de la moyenne de la zone euro. Donc, mon hypothèse, c'est que ça peut encore monter, mais que je ne crois pas pour l'instant, pour les raisons que j'expliquais, à un retour des années 70. Je termine en disant que l'incertitude est totale. Alors, vous allez dire, ce n'est pas nouveau. Quand on fait des prévisions, par définition, d'abord, les économistes ne sont pas très bons pour faire des prévisions, mais ce qui me rassure, c'est que personne n'est très bon sur ce sujet. Ni le FMI, ni les banques. Ça nous rassure. Mais non, mais je veux dire, on a été, nous, économistes, très attaqués, sans doute à juste titre, parce qu'on était un peu immodestes, prétentieux, etc. Mais c'est vrai que la prévision est compliquée. Bon, je vous donne juste une illustration de l'incertitude dans laquelle nous sommes. Hier, il y a 2 grandes banques américaines qui ont fait des scénarios énergétiques pour les mois qui viennent. Et vous allez voir le contraste entre les deux. Il y a JP Morgan qui travaille avec un scénario des prix du baril à $380. Bon, on est à 113, 114, on est autour de 110, entre 110 et 120 aujourd'hui. Hypothèse centrale de JP Morgan, la Russie va arrêter ses exportations, on va avoir des problèmes de pénurie et les prix vont faire l'ajustement. Alors, si on est là-dedans, il est clair que… c'est un autre monde. On retrouve assez rapidement les années 70. Alors, peut-être que le contexte a changé, mais on retrouve les années 70. Et puis, vous avez Citigroup, autre grande banque américaine, qui nous explique qu'il travaille avec un scénario central à $65 le baril. L'hypothèse que ça retombe, par rapport au niveau actuel, est presque divisé par 2, parce que récession. Je parlais tout à l'heure de stagflation. L'inflation, elle est là, elle est installée
pour un certain temps, je ne sais pas pour combien de temps, mais elle est là au niveau que j'évoquais. La stag, c'est-à-dire, est-ce qu'on est à la veille d'une récession? Bon, alors, si vous voulez, je termine parce qu'il y a d'autres sujets, mais la récession, au sens technique, pour les conjoncturistes, c'est 2 trimestres consécutifs négatifs. 2 trimestres consécutifs négatifs. La France a été négative au premier trimestre 22, moins 0,2, légèrement négatif. Bon, est-ce qu'on va être négatif au deuxième trimestre? Ça va dépendre beaucoup de la consommation des ménages et donc de la confiance. Les États-Unis ont fait moins 1,6 au premier trimestre 2022. Ils vont peut-être être en récession, c'est dans la presse d'aujourd'hui, risque de récession aux États-Unis. Mais quoi qu'il en soit, qu'on soit en récession au sens technique ou pas en récession, on est clairement sur un scénario de fort ralentissement. D'accord. Il y a excuse-moi, un dernier point, mais rapide, sur cet aspect environnement budgétaire. Tu as beaucoup parlé de l'inflation. Les taux d'intérêt. Tu n'as pas parlé des taux d'intérêt et de la dette. Alors, l'évolution des taux d'intérêt. Alors, les taux d'intérêt, bien sûr qu'on est en train d'amorcer ce qu'on appelle une normalisation des taux d'intérêt, parce que pendant 10 ans, on a eu des taux d'intérêt proches de zéro quand ils n'étaient pas négatifs en termes nominaux, et donc en termes réels, les taux hors inflation étaient encore plus négatifs. Bon, mon scénario est le suivant. Je parle de la zone euro. Oui, la zone euro. Bon, la BCE va faire une première frappe dans quelques semaines, d'ici la fin juillet, dans sa première réunion, je crois le 22 juillet. Elle va monter, elle l'a dit, Madame Lagarde l'a dit, monte son taux directeur de 0,25, 25 points de base, comme on dit sur les marchés. En septembre, je prévois une frappe plus importante, parce que l'inflation est là et que la BCE a sans doute un peu tardé à réagir par rapport à la Réserve fédérale. Donc 50 points de base, et puis il y aura sans doute d'autres montées d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire qu'à mon avis, les taux à court terme, en termes nominaux, les taux à court terme pourraient être d'ici la fin de l'année de 1,5%, ce qui, compte tenu des chiffres d'inflation que je rappelais, est encore très bas, très négatif en termes réels, en termes de taux réels, on est encore très bas. Sur les taux longs, je prends les taux à 10 ans. L'OAT à 10 ans, aujourd'hui, on est un peu redescendu en nominal, mettons autour de 2% en nominal, légèrement en dessous. Je prévois que ça va continuer à monter. On peut atteindre la fin de l'année 2022 avec un taux à 10 ans en nominal à 3%. Bon, ça va monter également aux États-Unis, donc on est clairement dans cette montée. Simplement, je termine en disant que la BCE, c'est un peu ce qu'on lui reproche, a peut-être un peu tardé à réagir pour des raisons qu'on peut comprendre. Elle ne veut pas casser ce qui reste d'activité. Bon, c'est le dilemme des banques centrales. Et donc, c'est peut-être ça en ce moment qui fait que l'euro baisse. Moi, j'ai été interrogé pas plus tard qu'hier soir sur le taux de change. On m'a dit, monsieur, est-ce que c'est grave? L'euro à 1,02 $. Moi, l'euro à 1,02 $, je continue à dormir parce que j'ai connu en 2000, un an et demi après l'arrivée de l'euro, j'ai connu l'euro à 0,85 $. Bon, donc c'est vrai que l'euro qui baisse, ça accentue le coût de notre facture pétrolière. Bon, mais pour l'instant, il n'y a pas le feu dans la maison. Mais je dis simplement, parmi les raisons qui font que le dollar monte et l'euro baisse, il y a plusieurs facteurs. Il y a aussi le fait que la BCE est moins agressive, moins réactive que la Fed. Merci beaucoup. Deuxième question. Donc, compte tenu de ce paysage, même si tu n'es pas trop pessimiste, tu restes quand même inquiet. Quelles sont les conséquences que tu prévois sur le financement de l'effort de défense, tant au niveau budgétaire de l'État que des entreprises elles-mêmes? Alors, ça va me permettre de reparler un peu de la dette, dont je n'ai pas parlé pour l'instant, mais avant de parler de la dette, il y a une grande question qui est la suivante, c'est de comparer l'inflation générale et le déflateur de la défense. Je vais en parler tout à l'heure avant de commencer avec Julien Balizard, qui est un des chercheurs de cette chaire. Et je lui posais la question, au fond, est-ce qu'on a des études qui comparent l'inflation en général et l'évolution des prix du secteur de la défense? Bon, on n'aurait pas beaucoup. Et Julien me donnait ce chiffre. On a une étude sur le Royaume-Uni, donc peut-être pas transposable. Quand l'inflation était à 2% au Royaume-Uni, les prix de la défense
augmenter de 4%. Il y a cette idée et ce constat que s'il y a de l'inflation, il risque d'en avoir un peu plus dans le secteur défense qu'en général. Et je pense qu'une des raisons, c'est que du côté des équipements défense, il y a un fort contenu en innovation et que l'innovation, ça coûte de l'argent, ce qui est normal. Et ça peut expliquer pourquoi, disons, c'est assez général, l'inflation dans la défense est un peu plus rapide que l'inflation générale. Si on applique ça… Si tu me permets, il y a peut-être une autre raison, c'est que le souvent, notamment en Grande-Bretagne, les contrats dans la défense sont des contrats à prix ferme, ouais. Sur une durée longue, avec sans doute une anticipation des évolutions de facteurs de prix qui conduit à des augmentations qui, à un instant donné, peuvent paraître plus élevées. Et si on les étale sur les 4 ans, 5 ans, 6 ans que dure l'exécution du contrat, je ne sais pas. Ça peut jouer. Ça peut jouer. Le problème, je parlais tout à l'heure des anticipations de l'inflation, ça risque de jouer en ce moment. Oui, tout à fait. Sur les contrats, bien sûr, parce que les anticipations sont plutôt à la hausse qu'à la baisse. Bien sûr. Bon, je reviens. Par rapport au sujet défense, tu évoquais tout à l'heure le fait que la loi de programmation militaire, avant élection, qui va être révisée, le président l'a dit, et disons, prévoyait une augmentation de 3 milliards d'euros par an pour le budget défense. Alors, ça dépend si tu compares les 3 milliards aux 41 ou aux 50 et 41 plus 3 à chaque fois. Bon, donc, ça fait une augmentation, si bien compté, à peu près de 7 à 8%. 7 à 8%. On a parlé d'une inflation générale de, mettons, 6 points, un peu plus, entre 5 et 6% pour la France. Si on part du constat que les prix de la défense augmentent plus vite que les prix généraux, ça veut simplement dire, sans doute, que ce qui était prévu avant inflation, avant crise, et avant élection, ce qui était prévu, les 3 milliards, ne ferait, d'après mon calcul, que maintenir le budget défense en valeur réelle. En valeur réelle. Parce que ce qui compte, c'est la valeur réelle, ce n'est pas les grandeurs nominales. Hein. Bon, et donc, moi, je pense, parenthèse, j'en parlais tout à l'heure avec l'équipe de la chaire, je pense qu'il faudrait qu'on travaille, compte tenu de ce contexte que j'ai rappelé, ça serait important de faire un petit peu la chaire face à un travail sur l'évolution des prix de la défense par rapport aux prix en général. C'est très difficile parce qu'il y a, dans la défense, il y a les budgets de fonctionnement, il y a les budgets d'équipement, et les prix ne varient pas de la même façon dans les différents secteurs de la défense. Bon, donc ça c'est ma première remarque, c'est-à-dire que, et c'est une remarque qui avait été faite, il y a eu des papiers dans le Daily Telegraph là-dessus dans la presse britannique en disant, vous prétendez, Monsieur Johnson, vous prétendez augmenter les budgets de défense, en valeur réelle, ils risquent de baisser, compte tenu des taux d'inflation qui sont dans le tuyau. D'accord. Qui sont dans le tuyau. Bon, deuxième remarque, sur les problèmes de dette et de budget défense. On rentre dans un contexte où il va y avoir du monde au portillon du point de vue budgétaire. Bon, il va y avoir des problèmes d'arbitrage entre les charges d'intérêt de la dette sur lesquelles je vais revenir, les dépenses de défense, les dépenses écologiques qui sont également là, donc, etc. Tous les types de tout ce qu'il faut financer, augmenter les hôpitaux, augmenter la rémunération des professeurs, moi en tant que prof, je ne suis pas contre, etc. Donc, voilà, on reviendra tout à l'heure sur les questions de financement, mais on est là-dedans. Je voudrais juste faire une remarque sur les problèmes de charge d'intérêt de la dette publique pour montrer que ça peut manger une partie de l'augmentation qu'on voudrait trouver par ailleurs pour les budgets de défense et qu'il va y avoir des problèmes d'arbitrage compliqués. La dette publique en France, c'est en encours d'à peu près fin 2021, 2800 milliards d'euros. Bon, un peu plus de 110% du PIB, 2800 milliards d'euros. Là-dessus, on considère que il y a à peu près 12% de cette dette publique qui est constituée d'obligations indexées sur l'inflation. Ceux qui ont acheté ces obligations indexées sur l'inflation, il y a quelques années, au moment où l'inflation était basse, si je peux dire, ils ont eu le nez creux. Bon, donc, 12% de 2800, ça fait à peu près, il y a un encours de 350 milliards d'euros d'OAT indexés sur l'inflation.
c'est le taux d'intérêt qui est indexé, ça fait un surcoût sur la dette. On considère que si tu fais un calcul, une règle de 3, pour l'année 2022, la charge d'intérêt sur la dette publique, rien que pour cette raison d'obligation indexée sur l'inflation, elle va augmenter d'à peu près 15 milliards. C'est-à-dire que en 2021, les charges d'intérêt de la dette publique, c'était 35 milliards d'euros, avec cette facture d'obligation indexée sur l'inflation, ça passe quasiment à 50. Sans prendre en compte l'augmentation des taux d'intérêt. Alors, si je prends en compte l'augmentation des taux d'intérêt, ça rajoute 2 à 3 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en 2022… C'est tout 2 à 3 milliards d'euros, c'est tout? Non, oui, parce que la duration moyenne de la dette publique, c'est 8 ans. Donc, elle ne se renouvelle pas totalement chaque année. Il y a une partie qui se renouvelle et qui encaisse les nouveaux taux d'intérêt parce que l'État, comme les entreprises, tu parlais des entreprises privées, ils ont eu le nez creux aussi, si je peux dire. Certes, il y a eu les obligations indexées sur l'inflation, mais pour le reste, c'est des emprunts à taux fixe. Donc, si je puis dire, c'est le prêteur qui prend le risque de taux. Et donc, tout ça pour dire que les charges d'intérêt de la dette publique vont passer en une année, 21 à 22, de 35 à peu près 50 milliards. Il va falloir les trouver. Il va falloir les trouver et savoir, on les prend sur qui. Alors, il est évident qu'il ne faut pas les prendre sur la défense. Bon, il y a quand même des engagements forts qui ont été pris en matière écologique. Bon, une partie va se trouver sur la facture sur le budget de l'État. Il y a, je disais, le quoi qu'il en coûte qui continue avec les mesures boucliers, etc. On reviendra sur les problèmes de bouclage, qui sont très importants. Mais je dis ça parce que cette affaire de charge d'intérêt de la dette publique nous fait rentrer dans un contexte où il va falloir poser enfin le problème de l'efficacité des dépenses publiques. Mais je ne parle pas des dépenses militaires, je parle de l'efficacité des dépenses publiques en général. Bien sûr, mais dans les dépenses militaires sont également… Tu parlais du Conseil économique de la défense dans lequel on s'est retrouvé il y a quelques années. Je me souviens qu'un des thèmes du Conseil économique de la défense, c'était… on parlait déjà d'efficacité des réponses de défense, et avec 2 sujets à la clé. Est-ce qu'on a la volonté politique, qu'on a en nation ? Est-ce qu'on a la bonne méthode ou méthodologie pour aborder les problèmes d'efficacité des dépenses de défense? Les réponses ne sont pas évidentes. Mais je termine sur les problèmes de dette, parce que je parlais des charges d'intérêt de la dette publique et dette privée. Je parlais des entreprises. Moi, je pense qu'avec la montée des taux d'intérêt que j'évoquais, il y a pas mal d'entreprises qui vont se trouver surendettées. Alors, certes, l'inflation allège le poids réel des dettes, mais ça peut être compensé par le fait que, justement, la charge d'intérêt sur la dette va augmenter pour certaines entreprises qui se financent pour certaines à taux variables ou qui se financent à court terme et qui vont devoir renouveler leurs dettes, disons, rapidement aux nouveaux taux d'intérêt qui sont plus élevés. Et donc, je termine là-dessus parce que la problématique dette publique, dette privée est un peu comparable. Dans les 2 cas, la question, c'est est-ce que c'est soutenable dans le temps? Bon, et quelle est la réponse des économies sur cette question? Est-ce que dette publique, dont j'ai parlé, dette privée, dont je n'ai pas beaucoup parlé, est-ce que c'est soutenable dans le temps? Tout ça va dépendre de l'écart entre taux de croissance et taux d'intérêt. À la fois taux de croissance au plan macro et taux de croissance de l'activité d'une entreprise au plan micro, à comparer au taux d'intérêt moyen sur la dette. Je reviens sur les taux réels. Les taux nominaux vont augmenter. Mais ils augmentent, en tout cas en 2022, moins vite que l'inflation. Donc, les taux réels baissent. Et donc, en 2022 et sans doute en 2023, les taux réels vont rester négatifs. Peut-être pas pour tous les corporates, il y a des entreprises, il y a des PME qui empruntent à des taux d'intérêt plus élevés, qui payent des prix plus élevés. Je veux dire, si on aborde ce problème de la soutenabilité en disant, voilà, certes, la croissance ralentit, certes, nous sommes au bord de la récession, mais les taux d'intérêt réels restant très négatifs, les taux de croissance, même proches de zéro, vont rester quand même supérieurs aux taux d'intérêt réels négatifs. Ben, le problème de la dette reste là. Je ne suis pas en train de l'évacuer. Reste là pour les entreprises, comme pour l'État, comme pour les collectivités locales, comme pour la Sécu. Je dis simplement, la soutenabilité sera peut-être dans un premier temps assurée.
Je commence à recevoir des questions et je vous invite à poursuivre les questions parce que nous avons… j'ai une dernière question pour Christian, mais nous… je vais être plus concis pour permettre. Effectivement, pour permettre un peu aux questions. Alors, dernière question. Face à ces difficultés qui relèvent effectivement de la quadrature du cercle, quelles pourraient être les principales recommandations dans l'environnement très difficile actuel pour permettre malgré tout, comme l'avait prévu la loi de programmation militaire, comme la situation en Ukraine semble le commander, si j'ose dire, comment peut permettre le renforcement du budget de défense de notre pays? Bon, je vais donner mon avis qui n'engage pas la chair, n'engage que moi. Bon, la situation, d'ailleurs, tu l'as dit toi-même, très complexe et je ne prétends pas détenir la vérité, j'évoque les pistes. La première piste que je vais écarter d'emblée consisterait à dire on satisfait tout le monde, on laisse filer encore les déficits et les dettes. Bon. Je crois que… Donc, plus de quoi qu'il en coûte. Oui, mais pas qu'il en coûte continue quelque temps, mais il ne peut pas continuer ad vitam aeternam. Et la frontière entre l'aujourd'hui et le demain, ici, c'est peut-être pas une question de jours ou même de mois, mais on ne pourra pas me dire… Moi, je pense que les mesures qui ont été prises pour essayer de ne pas trop mordre sur le pouvoir d'achat des ménages, ces mesures ne peuvent pas durer indéfiniment, ça coûte énormément d'argent. Alors, l'État, en ce moment, est en train de dire, vous comprenez, les mesures de quoi qu'il en coûte, que j'ai appelé ukrainien, c'est à peu près 50 milliards d'euros en année pleine. C'est énorme. Mais l'État est en train de dire, ça ne va pas augmenter le déficit public, parce qu'avec l'inflation, il y a des bonnes rentrées fiscales. Il y a plus de rentrées de TVA, il y a plus de… Donc, il y a d'un côté 50 milliards qu'on engage pour limiter l'impact de tout ça sur le pouvoir d'achat, etc. Et puis, d'autres, il y a plus de rentrées que prévu. Enfin, d'accord, mais ceci dit, à mon avis, il faudra quand même un jour et pas trop lointain, se reposer le problème de la maîtrise des déficits. Je parlais tout à l'heure de l'efficacité des dépenses publiques, la maîtrise des déficits et des dettes. Donc, je pense que le scénario consistant à dire on ne se préoccupe pas dans les 5 ans qui viennent du déficit public et de la dette publique, je pense que ce n'est pas acceptable et que ça ne sera pas accepté au niveau européen. Il va y avoir un débat que la présidence française a ouvert, mais qui reste très ouvert, sur les nouvelles règles budgétaires en Europe. Le 3% est probablement mort. Il va être remplacé par autre chose, le 3% limite pour le déficit. Le 60% pour la dette publique, de facto, il est mort parce que, j'allais dire, presque plus personne, sauf peut-être le Luxembourg, le respecte, mais pas l'Allemagne. Donc, on va retrouver des règles budgétaires communes dans la zone euro qui, à mon avis, vont s'organiser autour de deux piliers. Est-ce que c'est soutenable ou pas? Et la problématique que j'ai vue, c'est que devra être enrichie. Et deuxièmement, une norme de progression des dépenses publiques, faire en sorte que les dépenses publiques en volume augmentent moins vite que le PIB en volume, ce qui sera une manière de, et en valeur aussi, ce qui sera une manière de réduire le ratio dépenses sur PIB qui, comme vous savez, est quand même, on est champion, entre guillemets, on a encore un ratio de dépenses sur PIB qui fait 55-56%. Donc, j'écarte cette première voie. Une deuxième voie consisterait dans les nouvelles règles budgétaires à éliminer un certain nombre de postes de dépenses. En disant, voilà, la défense, par exemple, c'est prioritaire compte tenu des risques auxquels nous sommes exposés. Alors, ça avait été évoqué, je me souviens, je m'occupais du Conseil d'analyse économique, Jean-Pierre Raffarin était Premier ministre, il y avait déjà, Madame Alliot-Marie avait déjà évoqué, comme ministre de la Défense, ce sujet, et puis on n'avait rencontré aucun écho au niveau européen, parce qu'il faut qu'il y ait un accord européen. Thierry Breton avait fait des propositions qui ne sont pas exactement dans ce sens-là, mais qui rejoignent. Donc, je pense que le débat va s'ouvrir. L'idée, c'est de sortir des budgets de défense. Oui, non, mais une partie, parce qu'on va… Le problème, c'est si on enlève les dépenses d'écologie, parce que c'est important, les dépenses de défense, parce que c'est important, la santé, parce que c'est important, qu'est-ce qui reste dans les budgets? Donc, il y a un moment donné, il faut s'arrêter. Donc, je cite… Tu n'es pas optimiste sur ce point. Non, le débat va être ouvert. La solution ne peut être européenne et partielle, parce qu'on ne peut pas vider les budgets de leur substance. Alors, troisième voie, aller vers une mutualisation partielle de certaines dépenses de défense au niveau européen. En disant, voilà, il faut l'Europe de la défense, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait peut-être dire mettre en commun certaines dépenses de défense. On a fait ça pour l'écologie.
et le plan de 750 milliards d'euros d'aide commune, dont le tiers vers l'écologie, à ma connaissance, mais je ne connais pas tout, sur les 750 milliards d'euros, il n'y en a pas beaucoup, peut-être même pas du tout, qui vont vers la défense, en tout cas directement. À ma connaissance, non, mais je… Non, mais je ne connais pas tout non plus. Mais on pourrait imaginer qu'il y ait un nouveau plan, alors pas 750 milliards d'euros, un nouveau plan d'aide commune, en disant, voilà, la défense européenne, c'est un bien commun au sens que Jean Tirole donne à ceux. Bon, possible. Je ne crois pas au retour des PPP. Il va y avoir la tentation de… Partenariat public-privé. Voilà, de refaire des partenariats comme on avait fait il y a 15 ans, en disant, voilà, ça permet de transférer dans le temps un certain nombre de dépenses. J'ai l'impression que ça a été quand même une expérience très mitigée, qu'on ne va pas recommencer. Alors, dernière piste, qui est ouverte par l'exemple allemand auquel tu faisais référence. J'ai regardé un peu cette affaire de fonds allemands. Je ne prétends pas avoir tout compris. C'est off-budget, c'est en dehors du budget. Les 100 milliards d'euros sur 5 ans, c'est en dehors du budget. Mais, si bien compris, ce n'est pas complètement en dehors de la dette. C'est-à-dire que ça va être, si bien compris, c'est un fonds ce fonds va emprunter pour financer les 100 milliards. On est comme dans un contexte où il y a beaucoup d'épargne en Europe. Donc, il peut y avoir des emprunts directement d'État ou garantis par l'État, alors ça augmente la dette. Et ça augmente indirectement le budget à travers l'augmentation des charges d'intérêt dont je parlais tout à l'heure. Donc, je ne sépare pas dette et budget, mais l'effet est moins direct que tout à l'heure. Je pense qu'il faudrait regarder l'exemple allemand, parce que les Allemands sont quand même plutôt orthodoxes en matière budgétaire, à moins que je n'ai rien compris. Là, ils font une opération assez spectaculaire qui va les mettre à niveau du point de vue de l'armée, la Bundeswehr, mais hors budget. Donc, est-ce qu'en France, et ça rejoint un peu ce que j'ai dit au niveau de l'Europe, parce que finalement, la dette commune, c'est un peu ça. Dans un contexte où il y a beaucoup d'épargne en Europe, est-ce qu'il faudrait qu'on fasse un peu une solution à l'allemande avec un fonds spécial, juridiquement à étudier, financièrement à étudier. Je répète, je pense que vous faites des opérations budget, en dehors du budget, mais à partir du moment où il y a des emprunts d'État ou garantis par l'État, voilà quelques pistes. D'accord. Il faudra réfléchir à tout ça. Mais merci beaucoup, Christian, pour tous ces éléments tout à fait riches, tout à fait passionnants. J'espère que vous avez pu l'apprécier. J'ai reçu déjà un certain nombre de questions. Continuez. Je ne sais pas si nous pourrons répondre à toutes les questions, mais continuez, c'est ce qui fait la richesse de notre débat. Tout d'abord, j'ai un commentaire, ce n'est pas une question, donc c'est très bien. Tu as mentionné un montant d'accroissement de 15 milliards uniquement avec l'utilisation la prise en compte des obligations indexées sur l'inflation. C'est un tiers de l'impôt sur les entreprises, dixit ce lecteur, je ne sais pas si c'est exact. Il comprend donc que c'est une très mauvaise nouvelle pour nos finances. Alors, une question assez classique, mais importante, notamment dans le domaine de la défense, et en particulier en début de mandature. Avec la crise économique, n'y a-t-il pas un risque que la défense passe à nouveau à la moulinette de Bercy dans le contexte de resserrement budgétaire à venir? Il y a ce risque, mais compte tenu de la situation géopolitique, nous sommes en guerre, enfin, je veux dire, l'Europe connaît la guerre, ce qui n'était pas arrivé quand même depuis quelque temps, et je pense quand même que les opinions publiques en sont très conscientes des problèmes de défense et de sécurité. Donc, je pense que Bercy devra accepter pour l'essentiel les demandes venant du ministère de la Défense. Je dis simplement, par rapport à la dernière question que tu m'as posée tout à l'heure, je pense que sur le fond, Bercy acceptera. Ils vont réfléchir. J'ai juste esquissé des pistes à la manière de financer tout ça. Ça va être ça qu'ils vont faire. Deux questions qui se ressemblent, enfin, l'une plus générale et l'autre qui est plus précise. Quelles seraient les conséquences de l'augmentation des taux d'intérêt sur le financement des entreprises de défense? Et peut-on penser que l'augmentation de ces taux frapperait davantage certaines entreprises de défense, par exemple les PME innovantes? Moi, je pense, alors je commence par la fin, je l'ai suggéré rapidement tout à l'heure, je pense qu'il y a
pas mal de PME, y compris dans le secteur de la défense, qui sont fragiles du point de vue financier. Alors, certaines d'entre elles, dans la défense comme ailleurs, ont bénéficié du quoi qu'il en coûte, avec des PGE, des prêts garantis par l'État, avec, pour certaines PME, de fonds de solidarité, avec le report des charges fiscales et sociales. Et dans la mesure où le quoi qu'il en coûte devra un jour se terminer, ce que je crois, alors de manière générale, je crois qu'il y a un risque d'augmentation des faillites dans le secteur des PME dans les 12 mois qui viennent. Je constate que les tribunaux de commerce… Notamment en défense ou Non, en général. En général. Je ne peux pas… D'accord. Je ne pars pas trop. Je constate que les tribunaux de commerce qui avaient un peu chaud, qui n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent, Les pauvres. si je puis dire, tant mieux, en 2020 et 2021, se remettent à bosser. J'allais dire malheureusement, ça veut dire qu'il y a des faillites d'entreprises depuis le début de l'année 2022. Et je pense que ça rejoint le débat sur est-ce que le quoi qu'il en coûte peut durer très très longtemps? Ben non, il ne peut pas durer trop longtemps. Ça ne peut pas devenir un régime permanent, quoi qu'il en coûte. Et donc, je pense que là, il y a un certain nombre de PME qui vont être fragilisées, en plus par la montée des taux d'intérêt. Mais pour répondre à cette question de manière plus précise, et là, toi et les auditeurs qui sont dans le secteur de la défense ont des réponses plus précises que moi, pour répondre à la question qui m'est posée, grande ou moins grande, et la montée des taux d'intérêt, j'ai besoin de connaître la structure de l'endettement de ces entreprises entre ce qui est taux fixe et ce qui est taux variable, parce que les taux variables, on prend dans la figure directement la hausse des taux. Si vous êtes endetté à taux fixe à 10 ans, comme l'État, quand il émet des OAT pas indexés sur l'inflation, il y a taux fixe, ou les ménages qui obtiennent des crédits logement à 20 ans à taux fixe, etc. Bon, là, vous êtes un peu protégé de la hausse des taux. Donc, ce qui m'intéresse, je renvoie la question, excuse-moi, j'ai l'air de renvoyer une question sur la question. Ce qui m'intéresserait, et je n'ai pas les chiffres en tête, c'est d'avoir la structure de l'endettement des entreprises de la défense, taux fixe, taux variable, la duration moyenne de la dette, voilà. Ce que je peux te dire sur ce sujet, alors je n'ai pas un avis sur chacune des entreprises, mais globalement, je pense qu'on peut dire que les entreprises pure player défense, comme on dit, ont en général un niveau d'endettement très faible parce que les contrats défense sont des contrats souvent bien financés, notamment à l'exportation, sont bien financés. En revanche, les entreprises de défense qui sont duales, qui ont donc des besoins d'investissement dans le domaine civil, elles sont plus fragiles. Plus fragiles, sont peut-être sûrement plus exposées à du financement privé. C'est un commentaire qualitatif qui les touche, eux. C'est un avantage néanmoins structurel, me semble-t-il, sur la défense, sur ce plan de l'endettement qui est relativement faible. Oui, je comprends bien. Entre les entreprises qui ont des contrats qui ont de la visibilité. Qui ont de la visibilité, exactement. La visibilité et un financement de contrat qui souvent, notamment à l'exportation, est un financement, compte tenu des risques de financement que ça peut poser, qui est un financement en général à cash flow positif. Il n'y a pas de délai de paiement sur les… Évidemment. Toujours, alors dernière question sur les taux d'intérêt. L'augmentation des taux d'intérêt pourrait-elle freiner ou favoriser la restructuration de l'industrie de défense européenne? Moi, je pense qu'on va vers des concentrations, j'allais dire, dans beaucoup de secteurs, et pas uniquement la défense. Je veux dire par là, alors mon raisonnement est le suivant. Le ralentissement économique que j'évoquais, a fortiori la récession, ça fragilise quand même un certain nombre de boîtes. Bon. Parenthèse, la consommation s'est un peu rétablie sur les derniers chiffres, mais la consommation des ménages avait souffert. Et une question centrale pour la demande qui peut s'adresser aux entreprises en général, pas de la défense en particulier en général, c'est est-ce que les Français vont remettre dans le circuit l'épargne Covid. L'épargne Covid, c'est 150-160 milliards d'euros supplémentaires par rapport à l'épargne habituelle. Pour l'instant, je dirais, cette ambiance d'économie de guerre, l'incertitude, le manque de confiance fait que l'épargne Covid, elle ne revient pas. Donc, je pense qu'avec le ralentissement économique, avec des consommateurs qui vont être assez frileux, je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui vont être fragilisées.
Et que quand on est dans un contexte où il y a des risques de faillite, etc., je pense que ça pousse à la concentration. Donc, mon hypothèse, c'est que le contexte dans lequel on est va pousser à la concentration dans beaucoup de secteurs, par exemple dans la banque, ça va pousser à la concentration, et probablement aussi dans le secteur de la défense. J'ai encore une dernière question, mais je vous promets, je quitterai la problématique taux d'intérêt. Dans un contexte dans lequel l'industrie d'armement a parfois du mal à se faire financer, en particulier pour des motifs de conformité, de ESG, de taxonomie européenne, etc., la hausse des taux ne risque-t-elle pas d'accentuer ce phénomène difficile pour le financement de la défense? C'est-à-dire que ça fait référence au financement bancaire. En particulier, qui ne sont pas la pression que les banques subissent de l'environnement général, notamment critères ESG. Oui. Critères ESG, réglementation. Parce qu'on vit sous le régime de ce qu'on appelle BAL 3 et que je pense que les banques vont être plus sélectives. Elles vont être plus sélectives à l'égard des ménages, elles vont être plus sélectives à l'égard des PME, elles peuvent être plus sélectives à l'égard d'un certain nombre de grandes entreprises et que dans certains cas, je veux dire, quand les taux d'intérêt montent, il y a des cas dans lesquels la banque, plutôt que de faire monter le taux d'intérêt qu'elle applique à un emprunteur et la prime de risque, peut être amenée à rationner le crédit. Il peut y avoir des phénomènes de rationnement. Je change un peu de domaine. Question, comment financer une forme de remontée en puissance liée au retour des conflits de haute intensité, extrêmement gourmande en ressources humaines et industrielles? L'excès de demande au niveau européen ne risque-t-il pas de créer une inflation supplémentaire pour le secteur de la défense, compte tenu notamment des contraintes industrielles? Oui, alors là, on retrouve les problèmes d'équilibre de demande. C'est-à-dire qu'il est clair que, vu l'augmentation que tu évoquais au début des budgets de défense, il y a une très forte demande. Alors, il y a une demande de matériel, d'équipement, qui va faire pousser les prix à la hausse. C'est ce que je disais sur l'évolution comparée des prix en général et des prix de la défense. L'écart va peut-être s'accentuer du fait de ce déséquilibre de demande. Il va y avoir aussi, à mon avis, des augmentations de budget légitimes liées aux questions de masse salariale. Je pense que la défense, comme tous les secteurs, elle a besoin de recruter. Alors, je ne sais pas aujourd'hui quel est l'état des lieux de recrutement, si c'est facile ou pas facile d'attirer les jeunes, tu le sais peut-être mieux que moi. Moi, je ne suis pas jeune et donc je ne suis pas nécessairement ça au jour le jour. Mais je pense que la question salariale va être importante, qu'il faut attirer les talents et que la défense, comme les autres secteurs, doit attirer les talents par des rémunérations, par l'attractivité du métier, les conditions de travail, etc. Et que, donc, sous cet angle-là, le secteur de la défense est en situation concurrentielle. Pour rebondir sur ce que tu dis, les règles OTAN imposent entre guillemets, c'est une position morale, que les budgets d'investissement de la défense doivent représenter au moins 20% du budget total. Et dans les pays européens, aujourd'hui, ça dépend des pays européens, certains sont en dessous de 20%, et la plupart sont entre 20 et 30%. C'est-à-dire qu'il y a 70 à 80% du budget qui relève du fonctionnement, alors du soutien, d'entraînement, des salaires, de l'infrastructure, etc., qui ne sont pas liés directement à l'acquisition et sur lequel, comme tu le dis, l'inflation, les contraintes inflationnistes vont peser effectivement de façon importante. Mais juste un dernier mot sur la question. Compte tenu du contexte, à mon avis, géopolitique, qui ne va pas se résorber très vite, hein, même si je suis incapable, comme tout le monde, je suis incapable de prévoir l'échéance de la fin de la guerre en Ukraine. Je dis simplement que je pense que le contexte va rester compliqué, que donc il va falloir investir dans la défense. Mais si tu regardes dans le rétroviseur en France, chaque fois qu'on a eu, je ne parle pas de la défense, je parle de l'investissement en général, chaque fois qu'on a eu des contraintes budgétaires fortes, c'est souvent l'investissement qui trinquait, si je puis dire. On maintenait les dépenses de fonctionnement, c'est souvent l'investissement. Donc là, il va falloir faire très attention à faire en sorte que ce ne soit pas l'investissement qui souffre en quelque sorte
des contraintes budgétaires dans lesquelles nous allons un jour rentrer. J'ai un commentaire, pas une question. Quelqu'un qui soutient ce que tu viens de dire, à savoir sur la question RH, qui était une question essentielle pour l'efficacité, évidemment, de notre outil de défense. Je pense qu'il mentionne RH dans les forces, c'est peut-être également dans les forces, puisqu'il ajoute, cette question est liée aux rémunérations du secteur public. Là, on rentre dans les discussions d'augmentation salariale liées à l'inflation, notamment. Alors, je reviens sur Bercy, puisque Bercy est un pôle intéressant. Mais c'est un peu plus général que Bercy. Mais dans quelle mesure l'acculturation de Bercy, et plus généralement celle de la haute fonction publique, aux questions de défense, je ne sais pas si implicitement celui qui pose la question considère que cette acculturation est faible, je ne sais pas, mais dans quelle mesure cette acculturation permettrait de faciliter les arbitrages budgétaires? Penses-tu que Bercy et la haute fonction publique sont réellement conscients de la réalité des menaces pèsent sur notre pays? En tout cas, c'est un jugement de valeur peut-être. Sans chercher à faire de la lèche à qui que ce soit, je constate que le président de la République en est conscient. Bon, et qu'on est quand même dans un pays où, certes, je vais dire heureusement, le Parlement va avoir son mot à dire, mais je veux dire, c'est Monsieur le maire et les 4 ministres délégués autour de lui, y compris le ministre des Comptes publics, ne vont pas être les seuls à décider. Donc, je pense qu'il va y avoir des arbitrages sous l'égide du président de la République et de la première ministre. Il va y avoir des arbitrages qui vont sans doute être un peu compliqués. Mais moi, il me semble que, je veux dire, intuitivement, parce que ce que je vais dire, ça ne démontre pas par A plus B, ce n'est pas un théorème, mais je pense qu'intuitivement, le contexte dangereux dans lequel nous sommes en Europe aujourd'hui fait que le dossier défense me paraît, si je puis dire, défendable, sans faire de mauvais jeu de mots, me paraît défendable auprès de Bercy, peut-être plus que n'importe quand. Et voilà, alors après, il y aura les arbitrages. Il faudra arbitrer, parce que je répète, laisser filer tout en disant oui à tout le monde, pour les raisons que j'ai expliquées, on n'y arrivera pas. Et je pense que dans les arbitrages, la défense me paraît aujourd'hui mieux placée qu'elle l'a été à certains moments. Il y a un auditeur qui est un peu plus pessimiste que toi sur ce sujet. Voilà ce qu'il dit. Le scénario sur le budget de la défense dans le contexte de guerre peut fonctionner, notamment Bercy peut l'accepter, car, comme tu le dis, l'Europe est en guerre. Mais il mentionne que ces effets sont surtout dus aux impacts des conflits et à des effets économiques, et en particulier liés aux sanctions. Mais il mentionne que, je ne sais pas quand, mais la guerre pourrait s'arrêter, mais lorsque la guerre s'arrêtera, pense-t-il, les sanctions ne s'arrêteront pas. Et dans ce cas, la pression du conflit ne jouera plus sur Bercy, ou jouera moins sur Bercy, et de façon générale sur le politique. Et donc, il craint que cette pression disparaîtra et conduira à revenir à la situation. Alors, je ne sais pas, je veux dire, au fond, la question qui est posée, c'est qu'est-ce qui est réversible et qu'est-ce qui est irréversible, y compris du côté budgétaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on revient au statu quo ante une fois que la guerre est finie? Moi, il me semble quand même que cette crise ukrainienne va laisser des traces durables, par-delà la fin de la guerre, va laisser des traces durables sur la prise de conscience des autorités nationales et européennes. Je sais bien que l'Europe de la défense met du temps à émerger, mais par exemple, ce qui se passe en Allemagne, pour sortir du cadre hexagonal, le plan allemand de 100 milliards d'euros sur 5 ans, je ne le vois pas remis en cause par la fin de la guerre en Ukraine. Je ne le vois pas. Ou alors, les Allemands auraient complètement changé de manière de réfléchir et décider. Alors, il est vrai que l'Allemagne, aujourd'hui, notamment l'armée allemande, mais elle rattrape. est dans une situation très difficile. Le chef d'état-major de l'armée allemande a été conduit à dire au début du conflit en Ukraine qu'il ne fallait pas trop compter sur la contribution de l'armée allemande parce que ses capacités étaient… Tu sais mieux que moi, les 100 milliards d'euros, c'est une mise à niveau. C'est une mise à niveau. Exactement. Ce n'est pas tellement une avance, c'est du rattrapage. Mais c'est déjà une révolution copernicienne pour les Allemands tout à fait remarquable et absolument incroyable.
Alors, sur l'Allemagne, tu l'as mentionné tout à l'heure, je ne sais pas si tu peux en dire plus, mais quelqu'un est intéressé pour en savoir un peu plus sur le plan d'investissement allemand et la forme que pourrait prendre un fonds spécial en Oui, mais France. moi aussi, je suis intéressé. D'accord. Et j'ai essayé de me renseigner, je suis allé sur Internet, j'ai posé des questions. Il faudrait voir avec l'ambassade d'Allemagne à Paris. Mais moi, je pense qu'il faut que notre chaire peut-être travaille un peu là-dessus aussi, parce que là, on avait dans le temps, quand j'étais jeune, il y avait les fonds spéciaux du Trésor, tu te souviens? Alors, je ne sais pas, le fonds spécial allemand, qu'est-ce que c'est juridiquement? Est-ce qu'il est sous la coupe de l'État? Est-ce qu'il a la personnalité morale? Il y a des tas de questions auxquelles je ne sais pas répondre, mais ce que je sais, c'est qu'il est off budget, en dehors du budget. Mais dans la mesure où il va emprunter pour financer, est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est la garantie de l'État ou pas? Il faut creuser toutes ces questions et je suis demandeur d'informations là-dessus. Bon, Julien, tu peux faire pour les mois qui viennent, et Jean. Tu as mentionné tout à l'heure l'épargne Covid à hauteur de 150 milliards qui n'était pas revenue dans le circuit. C'est une piste qui est proposée là. Et n'est-il pas envisageable, compte tenu de l'enjeu de sécurité et de défense auquel les épargnants sont sont largement sensibles, de lever auprès des résidents français un emprunt de type défense nationale de long terme, offrant un régime spécifique de protection de l'épargne. Évidemment, ça coûterait pour l'État, en contrepartie de cet engagement à long terme. Est-ce que c'est quelque chose? Oui, alors on en parle depuis un an. Moi, j'entends parler de cette hypothèse que je néglige pas, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'épargne en Europe et en France aussi. Qui serait dédié à des défenses nationales. Oui, un emprunt. Pas un emprunt d'État. Non, mais quand on voyait les affiches au moment de la guerre de 14. Oui, tout à fait, exactement. Est-ce que oui, tu n'étais pas non, j'étais pas. Mais comme moi, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'envisageable? C'est envisageable. Le problème, c'est quand l'État émet un gros emprunt dans un contexte où l'inflation est là et augmente, est-ce qu'il n'est pas obligé d'indexer cet emprunt sur l'inflation? C'est ça le problème. Et là, on retrouve la question du coût d'un emprunt indexé sur l'inflation. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je parlais des 15 milliards. Emprunter dans un contexte où l'inflation… Alors, il faudrait quand même servir un taux d'intérêt non négligeable pour attirer les ménages. Soit un taux d'intérêt fixe, mais non négligeable. Non négligeable, mais de toute façon, il serait, à mon avis, clairement négatif en termes réels. Si vous avez une inflation de 6% par an en moyenne, on ne voit pas l'État aujourd'hui emprunter à 6%, alors qu'il emprunte à 2%, l'OAT à 10 ans. Donc, à quel taux et quel régime d'indexation par rapport à un contexte? C'est l'inflation actuelle qui pourrait faire hésiter les épargnants. Et l'inflation actuelle est prévue. Mais moi, je pense qu'il faut réfléchir à ça. Et quand je parlais du fonds allemand, je pense que la formule du fonds allemand relève un peu de cette problématique, il me semble. Là, j'ai une question qui est moins financière, mais qui est plus politique de défense, voire stratégique. Que pensez-vous du montant considérable qui devrait être investi par la France pour la mise à niveau de sa force de dissuasion? Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, là, je le dis très franchement. Disons que je n'ai pas non plus moi, les chiffres en tête, mais il est vrai qu'actuellement, on est en train de renouveler à la fois la composante du nucléaire à haute portée, la composante sous-marine, donc les sous-marins nucléaires en son engin, on commence les études, et puis il y a toujours des études sur les missiles balistiques. Bon, je me trompe peut-être, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est de l'ordre peut-être de 20 à 30% du budget d'investissement de la défense. C'est quand même significatif. Mais moi, je pense que ce n'est pas le moment de lâcher. Voilà. Je pense que le fond du problème, c'est que compte tenu des menaces dont on parlait depuis le début, je pense que ce n'est pas le moment de lâcher. Ce qui nous permet quand même de dire la France, à des tas d'égards, est un pays intermédiaire, y compris sur le plan économique. Elle n'est pas intermédiaire sur le plan culturel et elle n'est pas intermédiaire sur le plan nucléaire. Et donc, je pense que si la France reste membre du Conseil de sécurité de l'ONU, évidemment G7, etc., c'est aussi grâce à cette forme de dissuasion. Moi, je rajouterais, et ça m'a étonné, mais c'est pas que moi qui a été étonné,
au tout début du conflit ukrainien, Poutine a clairement affiché, pour ceux qui viendraient éventuellement s'opposer à son action en Ukraine, la menace nucléaire, Oui. face à laquelle la France, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Jean-Yves Le Drian, mais d'autres, ont clairement affiché, mais la France aussi, à la puissance nucléaire. Sous-entendu, on a montré chacun nos muscles. Je ne sais, il y avait évidemment beaucoup de bluff, je l'imagine, derrière cela, mais c'est personnel que j'exprime. Mais effectivement, on a pu le dire parce qu'on avait cette discussion. Oui, donc on est d'accord. Alors, ceci dit, est-ce qu'on peut rester, conserver le statut en faisant quelques économies dans le secteur? Ça rejoint le débat sur l'efficacité qu'on abordait tout à l'heure. Et ça, il faut regarder ça. Alors, sur l'efficacité, puisque tu abordes l'efficacité, question difficile, question sur laquelle la chaire travaille depuis longtemps et continuera à travailler. J'ai deux questions. Y a-t-il des modèles, à ta connaissance, plus efficaces selon les pays pour maîtriser la dérive des prix des équipements de défense? Et je rajoute une question, pas la même, mais dans ce thème-là. Quelle est l'efficacité du CICE et du CIR sur l'emploi ou la recherche, en particulier dans le domaine de la défense? Alors, je ne sais pas si tu as les éléments. Non, je vais répondre. Peut-être que la chaire a des réponses que je n'ai pas en tête, mais je vais répondre sur la deuxième question d'abord de manière générale. Et peut-être que le général faut en particulier pour la défense. Moi, j'ai toujours pensé que le crédit impôt recherche avait de l'efficacité, que c'était un bon instrument pour pousser les entreprises à investir, à innover, parce que c'est un crédit d'impôt. Oui, tu l'as mesuré? Ah non, ça a été mesuré. Alors, pas sur la mesure. De manière générale, quand j'étais conseiller d'analyse économique, je me souviens d'un rapport, ou de plusieurs rapports qui avaient été faits, y compris sur les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, et pas uniquement sur les grandes, qui disaient, ouais, ça, c'est pas une efficacité à 100%, mais ça a de l'efficacité. Il y a toujours ce débat à propos du CIR, c'est que les PME se plaignent évidemment que ça avantage les grosses, puisque le crédit d'impôt est un peu dépendant de la taille de l'entreprise. Il y a ça, il y a aussi le fait que les PME, à ma connaissance, se plaignent de la complexité du dispositif, que les grosses entreprises peuvent maîtriser parce qu'elles ont les moyens humains de le maîtriser, que les petites entreprises ont plus de mal. Voilà, sur le CICE, c'est plus compliqué parce que les études qui ont été faites depuis 10 ans ou depuis quelques années montrent qu'il y a des effets d'aubaine et que l'impact sur l'emploi n'est pas clair. Donc, je suis plus sceptique sur le crédit impôt compétitivité emploi que sur le CIR. Sur la première partie de la question… Y a-t-il des modèles, c'est sur l'efficacité toujours, y a-t-il des modèles plus efficaces selon les pays, dans les différents pays, pour maîtriser, oui, la dérive des prix des équipements de défense? Intuitivement, je n'ai pas la réponse. Je pourrais te compléter la réponse. Mais je dirais, il me semble que ça dépend aussi des questions le type de contrat, le degré de concurrence dans le secteur de la défense, parce qu'il y a des situations où des secteurs plus concentrés que d'autres, il y a des phénomènes de rente qui peuvent exister avec une dérive des prix plus importante. Donc voilà, est-ce que le Royaume-Uni est plus efficace que nous? J'en suis pas sûr. Je faisais référence à un papier récent dans la presse britannique qui disait que l'inflation dans le secteur de la défense était plus importante qu'ailleurs et que c'est ça qui manquait le budget défense en termes réels, c'est-à-dire que l'inflation n'était pas une bonne nouvelle parce qu'elle était encore plus importante et qu'en volume, en valeur réelle, les budgets défense étaient en fait réduits plutôt qu'augmentés. Non, mais alors, donc il y a deux modèles que je connais dans le monde sur les dépenses de défense, notamment sur les contrats qui sont passés avec l'industrie. Des modèles que l'on retrouve principalement aux États-Unis, qui sont des contrats où les développements, donc les risques, sont supportés par le client au travers de contrats en régie, ce qu'on appelle en cost plus, avec une marge garantie et des prix qui justifiés sont payés par le client. Et en Europe, ça a commencé avec la Grande-Bretagne, justement, et la France a suivi assez rapidement depuis de nombreuses années. C'est des contrats de développement et bien évidemment de production à prix ferme. Évidemment, pour les contrats de développement à prix ferme, c'est mieux maîtrisé.
Après, dans l'exécution des contrats, il peut arriver effectivement que certains contrats soient plus difficiles et que là, l'industriel n'est plus capable de surmonter ses surcoûts. Et là, la DGA peut être amenée de façon légitime à prendre en considération des risques qui n'avaient pas été prévus. Et ça nécessite un client étatique, en l'occurrence en France la DGA, qui soit suffisamment fort techniquement pour réellement apprécier ces éléments-là. C'est une force encore du système français. Ce n'est pas forcément une force des autres systèmes d'acquisition européens. Le système d'acquisition britannique notamment est, je pense, moins fort sur cette évaluation technique. En revanche, il est beaucoup plus fort et flexible que le système français en matière contractuelle et de gestion contractuelle. Et souvent, alors j'ai quitté MBDA il y a quelques mois, mais je continue à le penser. Dans un monde idéal, dans un rêve fou, je souhaiterais une fusion du client britannique et du client français avec le cerveau droit commercial contractuel britannique et le cerveau gauche technique français. Ça serait l'idéal. Et là, je pense qu'on maîtriserait bien nos dépenses de défense. Belle réponse. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question, même si nous sommes arrivés à la fin. Écoutez, peut-être que vous avez considéré que nous sommes arrivés à la fin, puisque je pense avoir épuisé toutes les questions. Et nous respectons l'heure. Merci beaucoup. J'espère que vous avez été intéressés par cet échange. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'ai été tout à fait intéressé. Nous prévoyons déjà à la rentrée d'autres webinaires. Ils ne sont pas encore complètement calés. Nous en avons un que nous envisageons sur la coopération, et notamment sous 2 angles possibles. La coopération européenne avec l'exemple coopération franco-allemande, voire une étude récente qui est sortie récemment sur le mythe de la coopération inefficace, coopération en matière de défense inefficace. Nous avons également en tête un webinaire. Tu as parlé, il y a eu une question tout à l'heure sur la dissuasion, sur l'apport de l'investissement, l'apport de la dissuasion en matière de l'investissement de dissuasion, pardon. Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif de façon générale sur le plan économique, pas sur le plan stratégique, mais sur le plan industriel, économique et technologique. Voilà, donc dans l'intervalle, merci. Nous vous souhaitons de très bonnes vacances. Reposez-vous bien et revenez en pleine forme à la rentrée. Et comme d'habitude, nous vous enverrons très prochainement un questionnaire de satisfaction et nous comptons sur vous pour y répondre et pour toujours nous permettre d'améliorer nos webinaires. Christian, merci beaucoup. Merci à vous et bel été.